Auschwitz, 1944. La main du soldat nazi tremble alors qu'il saisit la vanne en fer rouillé. Il la tourne, un grincement, un sifflement aigu, puis un cri. Derrière lui, une bouilloire siffle. Il éteint la flamme et verse l'eau chaude dans sa tasse. Mais à travers la cloison du bureau, il entend d'autres sons. Cris étouffés, supplications, gorges étranglées par la mort. Il fixe le mur, puis monte le volume de la radio, la laissant tout couvrir pendant qu'il prend une gorgée de café lentement. Voilà à quoi ressemblait vraiment l'Holocauste à travers les yeux d'un soldat nazi ordinaire. 1er septembre 1939, lorsque l'ordre d'envahir la Pologne est tombé. Heinrich Müller avait 21 ans. Il était un conscrit de la 6e armée régulière, pas un de ces fanatiques idéologiques en noir. Il voyageait à l'arrière d'un camion bâché avec des garçons de son district. Ils fumaient, plaisantaient et parlèrent de rentrer chez eux pour Noël. Ce sont les discussions d'avant le début réel d'une guerre. Dès le passage de la frontière, la Blitzkrieg est devenue réalité. L'ambiance a changé. Heinrich l'a senti avant même de le voir. Le grondement des moteurs des bombardiers en piqué a alors déchiré les nuages, hurlant en écrasant les lignes polonaises. En dessous, il traversait des villages en flammes, les toits des fermes brûlant comme des torches contre le ciel nocturne. Heinrich sentit une montée d'adrénaline. C'était un puissant mélange de fierté nationale et d'appartenance. Pour la première fois, il n'était plus un pauvre garçon de ferme, mais un conquérant, membre d'une machine irrésistible. Et les machines récompensent ceux qui ne posent pas de questions. Octobre 1939, le défilé de la victoire à Varsovie n'était qu'un tourbillon de fanfares et de journaux filmés en liesse. Mais une fois les célébrations terminées, la réalité de l'occupation s'est rapidement installée. Heinrich a été affecté à la patrouille dans le quartier juif de la ville. C'était un travail de routine, du moins c'est ce qu'on lui avait dit. Le commandement rappelait aux troupes que la Wehrmacht était honorable, distincte des unités spéciales de la SS opérant à l'arrière. Mais dans les rues de Varsovie, les frontières devenaient floues. Un après-midi, alors qu'il montait la garde près d'une place publique, Heinrich a vu un groupe de SS forcer des civils âgés à frotter les pavés avec des brosses à dents. Des soldats de son unité, avides de spectacle, riaient et applaudissaient. Quand on a rasé la barbe d'un vieil homme au couteau, Heinrich était resté silencieux. Un nœud d'inconfort lui serra l'estomac, mais il ne détourna pas les yeux. Il réajusta juste son casque et serra son fusil. « Ce sont des ennemis de l'État », pensa-t-il, reprenant les phrases des briefings. Mesures de sécurité nécessaires pour la sûreté du Reich. Plus tard dans la semaine, il fut affecté à un dépôt ferroviaire. Les wagons à bestiaux, caisses en bois pour le bétail, étaient alignés sur les rails. Les cris étaient assourdissants. Des familles arrachées à leurs appartements, une valise à la main, étaient poussées vers les trains. Une femme portant un bébé en pleurs trébucha près des bottes de Heinrich. Elle leva les yeux vers lui, les yeux écarquillés, avec une expression affolée, désespérée, suppliante. « S'il vous plaît », murmura-t-elle, dans un allemand hésitant, de l'eau. Les mains de Heinrich tressaillirent vers sa gourde. C'était un réflexe, un éclair d'humanité. Müller, l'aboiement de son sergent coupa le vacarme. Regard devant, tenez la ligne. Heinrich se mit au garde à vous, le dos raidi. La femme fut poussée en avant par la matraque d'un policier, disparaissant dans la gueule sombre du wagon à bestiaux. La lourde porte de fer claqua, enfermant les gens à l'intérieur. Heinrich expira lentement, observant le wagon à bestiaux, où des mains désespérées se tendaient à travers les lattes. L'excuse vint aussitôt. « Ils vont dans des camps de travail à l'Est », pensa-t-il. « C'est la guerre, chacun doit travailler. » Ce n'était pas à lui de remettre en question les plans. 22 juin 1941, l'invasion de la Russie fut une descente aux enfers. 3 millions de soldats allemands furent envoyés sur un front allant de la Baltique à la mer Noire. Les ordres pour la compagnie de Heinrich étaient simples, conquête et destruction totale. Les règles de la guerre, la Convention de Genève, les codes de conduite des soldats, tout cela n'existait plus. Les vastes plaines russes les avaient engloutis. Le garçon de Bavière avait disparu. Il avait été remplacé par une créature maigre, couverte de poux, qui dormait dans les fossés et volait les bottes des morts. L'ennemi n'était plus seulement l'armée rouge, c'était le peuple. Partisan servait d'étiquette pour toute personne au mauvais endroit. Si un tir de franc-tireur retentissait près d'un village, l'armée ne cherchait pas le tireur, mais brûlait le village. Heinrich ne voyait jamais les flammes, seulement la justification. 29 septembre 1941, la brume s'accrochait au ravin à l'extérieur de Kiev. Le bataillon de Heinrich devait soutenir une opération spéciale menée par la SS et des auxiliaires locaux. Ils formèrent une ligne, un mur humain bloquant les sorties du ravin, connu sous le nom de Babiar. Heinrich resta à son poste, le col de son manteau relevé contre le vent. Des milliers de juifs ukrainiens, hommes, femmes et enfants, étaient emmenés hors de la ville. Des familles entières, portant leurs affaires, pensaient être déplacées vers une nouvelle maison.
On leur ordonna de se déshabiller, d'empiler leurs vêtements. Puis ils furent conduits au bord. Le bruit des armes lourdes était régulier, mécanique. Il résonnait contre les parois du ravin, se mêlant aux cris, chacun étant brusquement interrompu. Heinrich n'a pas appuyé sur la gâchette. Il n'a poussé personne par-dessus le bord. Il se tenait simplement dos à la fosse, faisant face à la route, s'assurant que personne ne s'échappait de la file. À ses côtés, une jeune recrue, Thomas, vomissait dans l'herbe, tremblant et en larmes. « Ce n'est pas la guerre », murmura-t-il. « Heinrich, ce n'est pas la guerre !» Heinrich observa le garçon. Une nausée le submergea, avec l'envie soudaine d'abandonner son fusil et de fuir dans la forêt. Il aperçut le sergent tout près, fumant une cigarette, et observa les officiers discutant près de la voiture. Fuir signifiait la mort. S'il protestait, il serait un traître, une honte pour le Reich. « Ressaisis-toi » siffla Heinrich. « Fais ton devoir. Ignore-les, ils ne sont rien, regarde juste les arbres. » Heinrich se disait qu'il n'était qu'un simple garde. Les SS étaient les meurtriers. À la fin de 2 jours, plus de 33 000 personnes gisaient dans le ravin. Printemps 1943. La guerre avait changé. Le désastre de Stalingrad avait brisé leur mythe d'invincibilité. Heinrich avait été blessé à la jambe par un éclat d'obus pendant la retraite. Déclaré inapte au combat, alors que l'unité de Heinrich s'effondrait à l'est, il ignorait que ses prochains ordres le mèneraient dans un lieu bien pire. Le Reich ne gaspillait pas ça ses hommes. Il fut réaffecté à la SS Totenkopf, les unités de la tête de mort, comme garde dans un camp, à Auschwitz. C'était une ville de fils de fer et de bois, un complexe industriel conçu pour la mort. Lorsque Heinrich arriva, l'ampleur même du lieu le figea sur place. Ce n'était pas la violence chaotique du front de l'Est, c'était organisé et terriblement calme. Son univers se limita à une tour de guet. Ce n'était pas un tortionnaire mais un travailleur, chargé de surveiller la rampe de déchargement depuis la tour B. Il faisait des gardes de 12 heures, observant les trains de France, des Pays-Bas et de Hongrie arriver, et assistait en silence à la sélection. Les médecins SS faisaient un geste du pouce. À gauche, cela désignait les personnes âgées, mères avec enfants ou malades. Marcher vers les arbres, les bâtiments aux cheminées. À droite, cela désignait les personnes fortes, allant vers les baraquements pour travailler jusqu'à l'épuisement. Heinrich se sentait divisé. Il y avait Heinrich du camp, soldat, machine. Il ne voyait pas les prisonniers comme des êtres humains, mais comme du fret à gérer. Si l'un d'eux trébuchait. Pendant l'appel, Heinrich du camp ne ressentait ni inquiétude ni sympathie. Agacé par le retard de son dîner, il buvait du schnapps pour s'engourdir et plaisantait à la cantine sur la neige noire des cheminées. Il y avait aussi Heinrich, le soldat qui écrivait à sa fiancée. Comme à Munich, il écoutait Beethoven à la radio et caressait le chien du commandant. Il devait maintenir les 2 mondes séparés. Un soir, en patrouille, Heinrich trouva un prisonnier près de la clôture, un squelette en lambeaux, les yeux dans des cavités sombres. Il leva les yeux vers Heinrich, prêt à recevoir un coup de crosse. Heinrich hésita, regardant autour de lui. Personne. Il fouilla dans son sac, sortit un demi-sandwich au fromage au pain de seigle rassis, et le jeta près de la main du prisonnier. « Mange !» marmonna Heinrich en se détournant, avant l'arrivée de l'officier. Au fond, il savait qu'il ne faisait que prolonger la souffrance de l'homme. Le prisonnier serait parti dans 1 semaine, emporté par le même système que Heinrich gardait avec son fusil. Le sandwich n'était pas un acte de bonté, c'était un pot de vin à sa propre conscience. Été 1944. Les tueries avaient atteint un sommet de frénésie. L'opération hongroise amena 400 000 juifs au camp en moins de 2 mois. Les installations ne pouvaient pas suivre. Heinrich se tenait sur la rampe, la chaleur ondulant au-dessus des rails. L'air était chargé de la douce odeur de matière brûlée. Elle s'accrochait à tout. Son uniforme, ses cheveux, même sa nourriture. Il regardait une colonne de femmes et d'enfants marcher vers le crématorium numéro 2. Une fillette de 6 ans tenait une poupée, inconsciente de la pièce en béton qui l'attendait. Heinrich sentit une faille en lui. Un instant, la cargaison redevint humaine. Il serra la rambarde, jointure blanchie. En bas, un officier SS lança un regard furieux vers la tour. Heinrich se raidit, salua, puis fixa l'horizon. Aucune échappatoire. S'il parlait ou remettait les ordres en question, ce serait la fin. La machine du camp était trop vaste, trop bruyante, et il n'en était qu'une simple pièce. S'il s'arrêtait, quelqu'un le remplacerait, et la machine avancerait. Il ne fit donc rien. Il termina son service, retourna à la caserne, but 3 verres de schnapps, et tomba dans un sommeil sans rêve. Pendant tout ce temps, les cheminées rugissaient toute la nuit. Janvier 1945. La fin ne vint pas dans un fracas, mais avec le grondement des canons russes. En janvier 1945, l'armée rouge se rapprochait. Le ciel à l'est était illuminé par les éclairs des canons lointains. L'ordre d'évacuer Auschwitz arriva.
Les marches forcées débutèrent dans le froid hivernal polonais, contraignant environ 60 000 prisonniers à marcher vers l'ouest, en Allemagne. Heinrich marchait à leur côté, ses bottes crissant sur la neige. Le bord de la route était jonché de corps. Quiconque restait en arrière était abattu par l'arrière-garde. Heinrich avançait la tête baissée, le col relevé. Il n'était plus un garde, il était un homme qui essayait de survivre. La panique régnait, la discipline militaire disparaissait. Les officiers fuyaient en voiture et les routes étaient envahies de réfugiés. Heinrich observa les prisonniers, titubant dans la neige, affamés et transis, mais toujours vivants. Il ressentit alors une jalousie effrayante. Eux étaient des victimes. Le monde les plaindrait. Mais lui, il savait ce que les Russes faisaient aux soldats allemands. Il savait ce que le monde dirait des hommes qui gardèrent la clôture. La peur l'envahit quelque part près de Vodoslav, dans le chaos de la tempête de neige. Heinrich fit son choix. Alors que la colonne traversait la forêt, il se faufila parmi les arbres et courut jusqu'à l'épuisement. Il trouva une ferme abandonnée, retira son uniforme et l'enterra dans la terre gelée. Il a trouvé des vêtements d'ouvrier, un pantalon grossier et un pull en laine. Il s'est frotté de la terre sur le visage. Heinrich Müller, soldat du Reich, avait disparu, pensa-t-il en marchant vers l'ouest, se mêlant au flot de réfugiés. Il était maintenant Heinrich, le garçon de ferme, un homme sans importance. Il le voyait bien, il n'était rien. Mais 1945, la Jeep américaine descendit la route de campagne. Heinrich, au bord de la route avec une fourche, avait le cœur battant. Les soldats mâchèrent du chewing-gum, détendus, casques en arrière. Il ne ressemblait pas au monstre dont on l'avait mis en garde. « Hé Fritz !» lança l'un des Américains. « La guerre est finie !» Heinrich acquiesça rapidement, forçant un sourire. « Danke, merci. » Il était revenu dans son village. Il avait brûlé son livret militaire. Il avait détruit les photos. Il avait réussi. Il avait échappé au Reich, du moins le pensait-il. 2 semaines après, une unité du contre-espionnage arriva au village avec des listes récupérées à Berlin d'unités ayant servi dans les camps. Quand ils ont frappé à la porte de sa mère, Heinrich était en train de manger de la soupe. Il s'est levé, s'essuyant la bouche du revers de la main. Il a vu les visages fermés de la police militaire. Il n'y avait plus aucun endroit où fuir. Novembre 1947. La salle d'audience était froide. La lumière grise des hautes fenêtres entrait. Ce n'était pas Nuremberg, mais un procès pour soldats de base. Heinrich, assis sur un banc en bois, portait un costume dépareillé de la prison et paraissait petit, ordinaire. Le procureur, ayant perdu toute sa famille à Majdanek, lut les chefs d'accusation. Complicité dans des exécutions systématiques, appartenance à un groupe criminel, crime contre l'humanité. Heinrich écouta, le visage pâle. Quand ce fut son tour de parler, il se leva, les mains tremblaient. « J'étais un soldat, dit-il, sa voix faible. J'ai obéi aux ordres. Je n'avais pas le choix. Mais je n'ai fait que regarder. Je n'ai tué personne. C'était l'excuse d'un million d'hommes. Il devait obéir aux ordres. » Le procureur se leva, il ne cria pas. Il se contenta de désigner la barre des témoins. Un homme s'avança, maigre, le visage marqué de cicatrices. Il fixa Heinrich avec des yeux marqués par l'intérieur des chambres à gaz. L'homme affirma se souvenir de Heinrich, car il était présent lorsqu'il avait emmené femmes et enfants. Heinrich secoua la tête. Il insista sur le fait qu'il n'avait jamais su ce qui se passait à l'intérieur des chambres à gaz. Le tribunal le pressa. Il avait vécu dans le camp, senti la fumée pendant 2 ans. Prétendait-il vraiment qu'il n'en avait aucune idée ? Heinrich se tut. Le mensonge mourut dans sa gorge. Janvier 1948. Heinrich vécut ses derniers jours dans une cellule de pierre, écoutant l'eau goûter sur les murs. Il écrivit une dernière lettre à sa mère, mais la déchira. Que pouvait-il dire ? Il passa des heures à tenter de comprendre comment il en était arrivé là. Bon garçon, allant à l'église, aimant son pays. Comment était-il devenu un monstre ? Dans le calme de l'obscurité, il comprit qu'il n'était pas devenu un monstre soudainement, mais lentement, lorsqu'il détourna le regard à Varsovie et resta silencieux à Babi Yar. Alors qu'il se disait que ce n'était pas sa faute, les gardes vinrent à l'aube, le faisaient marcher dans le couloir, ses pas résonnaient sur le béton. Il monta sur l'estrade. L'air était froid, tout comme il l'avait été en Ukraine, tout comme il l'avait été sur la rampe. Lorsque la cagoule fut placée sur sa tête, le monde devint noir. Dans l'obscurité, Heinrich Müller osa enfin regarder les visages qu'il tentait d'oublier depuis 10 ans. La femme à la gare, les gens dans le ravin, la fille avec la poupée, ils étaient avec lui. Maintenant. La plateforme céda, le mécanisme se referma brusquement, et le rouage de la machine s'arrêta enfin de tourner. Pour comprendre le fonctionnement réel de la machine à tuer, observez comment les chambres à gaz nazies opéraient, ou regardez cette vidéo.